Je le vois pas encore. D'habitude, on le voit. Ah, voilà. Alors, bonjour, je recommence ma petite présentation. Alors, bienvenue à cette séance publique du 18 mai 2023. Pardon pour aux gens dans la salle pour le léger retard. On avait des dossiers, des beaux dossiers à discuter préalablement. Alors, pour cette séance, je vais juste vous présenter quand même les membres de la Commission de l'aménagement du territoire. Donc, à ma droite, M. Claude Charon, Mme Fernande Dalouse, à ma gauche, Mme Danielle Berthold, qui est aussi vice-présidente de la commission, et Mme Christelle Lefebvre. On a, Mme Baudin nous a quittés. Et moi-même, bien entendu, qui préside la commission de l'aménagement du territoire, Geneviève Laroche. On a avec nous aussi, on a toujours la chance d'être bien entouré de l'équipe. Alors, à ma gauche, vous avez M. Yves Tremblay, qui est directeur du service de la planification et de la gestion du territoire. Nous avons aussi Mme Émilie Audet, qui est la directrice adjointe du service de la planification et de la gestion du territoire. De l'autre côté, nous avons toutes nos ressources précieuses du service de la planification et de la gestion du territoire. Là, attendez un petit peu, il faut que je sorte ma bonne feuille pour avoir exactement les bons titres qui évoluent. Puis là, M. Pereira, vous me redirez votre titre parce que vous êtes rendu coordonnateur ou permis et inspection. Merci. Nous avons Monsieur Benoît Lapointe, qui est chargé de projet en urbanisme, Madame Valérie Beauchamp, qui est chef de section projet et design urbain. Et nous avons une nouvelle venue dans l'équipe, Madame Christelle Proux-Cormier, qui est chargée de projet en urbanisme également. Alors, ça fait le tour des membres qui sont ici. Et non la moindre, Émilie Sorette, la secrétaire de direction, qui a comme difficile mission de tout noter ce que nous allons discuter aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous rappelle que c'est une commission qui est consultative. Donc, notre mandat, c'est vraiment d'émettre des recommandations pour décision ensuite au conseil municipal. Et aujourd'hui, avant d'aller à l'ordre du jour, on a quand même un procès verbal à approuver. Donc, les membres de la commission pour le procès verbal du 20 avril 2023, vous aviez pris le temps de le lire. Est-ce que ça vous convenait? Oui. Donc, merci. Ça va pour l'approbation du procès-verbal. Et pour l'adoption de l'ordre du jour, donc, nous avons 2 points, c'est-à-dire l'approbation d'un plan projet de lotissement sur le lot adjacent au boulevard de l'Université et le fameux projet maçon aussi. Est-ce que ça vous convenait comme ordre du jour? D'accord. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par le point 9.1.1. Donc, on parle, comme je vous le disais, de l'approbation d'un plan projet de lotissement sur le lot 5 38 618 adjacent au boulevard de l'Université, zone H47 du règlement numéro 12. Pour situer les gens qui sont avec nous, c'est un dossier qu'on a vu préalablement. Ah, je vais d'ailleurs saluer mon collègue, M. Paul Jean, qui se joint avec nous en ligne, qui est le conseiller du secteur. Donc, c'est un projet qu'on avait vu préalablement en orientation. On va avoir une courte présentation, mais grosso modo, les membres avaient émis des préoccupations, surtout quant aux couverts forestiers préservés, notamment en bande riveraine des milieux humides et voyons, humide et hydrique, merci. Merci de me compléter. Et sortie aussi au niveau de la circulation, parce qu'on sait que sur le boulevard Université, dans ce secteur-là, c'est une courbe. Donc, on en avait ces préoccupations-là. Donc, je laisse, ça va être M. Pereira, donc, qui va venir nous faire la présentation. Donc, bonjour à tous. Toujours un plaisir. Bonjour à tous. Toujours un plaisir d'être parmi vous dans ce bel hôtel de ville de style Second Empire. Donc, comme la présidente l'a mentionné, c'est un projet que le promoteur a déposé une demande d'approbation d'un plan projet de lotissement pour le lot 5 38 618. Le projet est délimité approximativement à l'est par le boulevard de l'Université, au nord par la rue Émilienne-Dubé, au sud par la rue Napoléon-Poulain et à l'ouest par la magnifique rivière Magog. Bref, historique de l'endroit. Je pense que M. Geng va être content d'entendre ça, là. Puis les amateurs d'histoire aussi. C'est un endroit qui est là depuis 1946, qui était un camp de vacances à l'origine, qui était pour la jeunesse indépendante catholique. Le nom du camp s'appelait le camp Fatima, qui était en activité jusqu'en 1976. Puis jusqu'à temps que les activités cessent pour un groupe de particuliers qui a fait l'acquisition du terrain. Ben voilà. Donc, quand vous passerez dans cet endroit-là, vous saurez un peu l'historique des lieux, là, qui est toujours super intéressant de savoir.
Donc, la zone concernée, c'est la zone H0047. On peut voir ici assuré en rouge l'endroit où le projet se situe. Donc, le plan projet de lotissement qui est présenté aujourd'hui, avec les modifications qui ont été apportées, et les améliorations qui sont assez notables. En vert, on voit toute une bande, une sortie de nom des boisements qui a été ajoutée par rapport à l'ancien. Pour ce faire, je vous présente ce qui avait été présenté à l'atelier de la 4 le 2 février dernier et ce qui nous est présenté aujourd'hui. Donc, comme dans tous les projets de plan de développement, en fait, il y a quand même une bonne négociation qui est faite avec les promoteurs. Dans ce cas-ci, on a eu une belle collaboration des promoteurs, un beau travail collaboratif qu'on a eu avec Benoît aussi. Donc, pour en arriver au projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui vous est présenté comme les autres projets qui vous sont présentés ici à la 4, donc par sphère d'analyse, soit l'environnement, l'urbanisme, les infrastructures, pardon, ainsi que les parcs. Donc, une recette gagnante qu'on ne change pas, puis je pense que c'est bien apprécié. Merci. Puis on va pouvoir y aller assez rondement aussi, étant Oui. donné qu'on a un petit retard, être sûr de bien couvrir. OK. Donc, sur les lieux, il y a deux milieux humides de valeur moyenne qui sont présentes. Le numéro 1 qui est ici et le numéro 2. Outre la présence de la rivière Magog, il y a deux cours d'eau sur le terrain qui sont de valeur faible. Des bandes riveraines qui sont respectées de 10 et de 15 mètres qui sont applicables notamment à cause des pentes qui changent. Donc, quand la pente est plus prononcée, on y va plus à 15 mètres. Le fait notable là-dedans, c'est que la totalité des milieux humides et hydriques présents sur le site sont conservés. Donc, il n'y a aucune destruction de milieux humides. Si on continue sur cette belle lancée environnementale-là, donc les milieux boisés, on retrouve 4 groupements végétaux terrestres qui ont été distingués dans la zone d'études environnementales, dont 3 peuplements forestiers matures, dont l'érablière la freine d'Amérique, l'érablière rouge avec pin blanc, une peuplerie érable rouge, ainsi qu'un milieu ouvert de régénération, une friche arbustive, plus connue comme ça dans le monde environnemental. Donc, en additionnant la superficie des boisés protégée par une servitude de non-déboisement qui est nouveau, là, comme vous avez pu voir dans le plan de projet, à celle des milieux humides et hydriques conservés, des bandes riveraines, tout ça, on a un total de conservation de 10 051 mètres carrés, soit 32,6 du terrain qui est conservé, ce que l'on n'avait pas avant. Ben, qu'on ne pouvait pas assurer à 100 donc ce qui n'aurait pas très haut, excusez-moi le terme l'anglicisme, mais ne scorait pas très haut, en fait, dans l'analyse environnementale. Mais avec ce pourcentage-là d'ajouter, on peut garantir que 32 ne seront pas déboisés, qu'il y aura une conservation du boisé. Donc, qui était une inquiétude de la commission et je pense qu'il y a eu une belle collaboration avec le promoteur. Donc, on vous amène ça aujourd'hui. Et si je peux ajouter pour le bénéfice des gens qui sont là, quand on parle de 32,6 c'est effectivement un minimum parce qu'il y a aussi des règles qui font que normalement, quand on vient construire, on déboise au maximum autour de 5 mètres autour. Donc, c'est pas, ça ne dit pas que ça va être le maximum qui va être préservé, mais bien le minimum. Mais celle-là, elle est c'est une servitude, donc il n'y a personne non plus qui peut. C'est vraiment une garantie supplémentaire là, pour ce 32,6 %-là. En plus du fait que la superficie des lots est très grande, donc la préservation va être favorisée selon notre analyse. Puis il faut se rappeler que c'est un terrain de 3 hectares, soit 30 000 mètres carrés. Donc, ce n'est pas un grand projet. Donc, c'est vraiment très intéressant comme gain que la ville fait. Bon, maintenant, on passe à la sphère qui est un peu plus mon dada, qui est l'urbanisme. Donc, le zonage actuel est respecté. Donc, il n'y a pas de modification réglementaire applicable à cet endroit-là parce que l'habitation unifamiliale isolée est déjà acceptée dans la zone, est déjà autorisée, pardon. Donc, on voit au pourtour d'un zone contiguë une continuité dans tout ce qui est les usages. En fait, là, il n'y a pas vraiment une disparité. La forme urbaine et architecturale est quand même la même. Donc, le projet s'intègre bien au milieu d'insertion. Donc, à terme, il est prévu une subdivision de 16 lots dont la superficie varie entre 958 mètres carrés et 7099 mètres carrés. Donc, des lots très vastes. Des habitations unifamiliales isolées, comme je vous mentionnais, ils seront construites et le dit projet va être fait d'une seule phase. Là. Il y aura pas ça ne sera pas de manière phasique, mais sinon, notamment dû au fait de la superficie du projet. Là.
Maintenant, on passe à la sphère plus infrastructure et circulation. Donc, il s'agit d'une rue sans issue, comme vous pouvez voir, d'une longueur de 146,4 mètres, dans laquelle aucun trottoir ni piste cyclable ne sont projetés. Il y a un îlot de verdure au centre du rond de virage qui vient agrémenter le tout. Cela dit, je mentionne que pas de trottoir ni de piste cyclable, mais comme vous pouvez l'avez vu au comité exécutif du 5 avril, Mme Gravel et Mme Dubuc ont présenté la réalisation d'un nouveau trottoir sur le boulevard de l'Université. En plus de ça, un petit bonus qui, je pense, qui a été très agréable, soit une piste cyclable qui va être ajoutée sur le boulevard de l'Université, donc qui vient vraiment augmenter la connectivité là, au projet. Donc, c'est un plus. Ensuite de ça, il y avait le fait de l'étude de visibilité qui avait été demandée en février dernier. La dite étude a été faite à la sortie du boulevard Université par le consultant du promoteur et revalidée et analysée par nous à l'interne, nos spécialistes à l'interne. Donc, les conclusions de ça, c'est que l'étude de visibilité est conforme si certaines interventions étaient apportées, notamment le déplacement de panneaux de signalisation existants, un poteau d'utilité publique d'hydro qui devait être déplacé, qui a été déplacé, des arbres et arbustes à couper et l'ajout de 2 servitudes de non-accès au boulevard de l'Université sur les lots 12 et 11 ici, là. Sur le plan de déplacement, de déplacement des panneaux de signalisation existants est encore en préparation. Euh, je pense que c'est assez avancé, là, mais n'a pas encore fait l'approbation par le SU. C'est pourquoi on vient l'inclure dans les conditions là, pour l'approbation du plan projet de lotissement, mais ce n'était pas un enjeu majeur qui pouvait bloquer. Donc, c'était très faisable, là. De plus, l'œil aguerri de mon collègue Benoît a vu un élément là, par rapport à l'étude de visibilité. Il n'en faisait pas la recommandation, mais nous, on vient l'ajouter. C'est une servitude de visibilité que l'on voit ici, là. Ça, ça c'est. En fait, la recommandation vient du fait que ça ne sert à rien de faire des actions pour améliorer l'étude si par la suite on vient planter, par exemple, une headset ou qui viendrait cacher le triangle de visibilité. Fait qu'avec cette servitude-là, on s'assure vraiment d'une sécurité pour les gens. Euh, En plus de ça, cette semaine, j'ouvre la radio, j'écoute le conseiller M. Ving à 107.7 là, qui annonce qu'il va y avoir des feux clignotants qui vont être installés sur le boulevard de l'université dans ce secteur-là. Donc, ça va être un plus qui n'a pas été analysé par cette étude, mais je pense qu'ils vont aider grandement à la sécurité. Si on continue les infrastructures, c'est un réseau d'égouts sanitaires et pluviales qui vont venir se raccorder au réseau municipal sur le boulevard de l'université via les lots 13 et 14, ce que l'on voit ici. Il n'y a aucun bassin de rétention qui est prévu dans le projet, compte tenu de la superficie euh, du site. Euh, donc, ça va être partagé entre le réseau de conduite proposé ainsi que des aménagements mineurs privés sur les terrains afin de conserver l'écoulement naturel de façon diffuse vers la rivière. La sédimentation va se faire à même un regard qui est conçu à cet effet sur le terrain, là, sur la rue. Pardon. La section plus parc et espace vert. Donc, étant donné la superficie restreinte du lot à développer, de la proximité du parc des Deux Ruisseaux qui est ici en face, là, à 1 minute à pied, et de 2 accès à la rivière qui sont à proximité aussi du site, nous considérons que la contribution pour l'établissement, le maintien et l'amélioration des parcs et des terrains de jeu, de la préservation d'espaces naturels dans le cadre de ce projet devrait être prise en argent. Le dit montant de la contribution va être calculé en vertu de l'évaluation du terrain au moment de la demande du permis de lotissement. Donc, toute cette analyse-là nous mène à cette conclusion-là que l'on considère la plus logique compte tenu de la situation. Enfin, Je vais parler pour M. Geng, donc ça pourrait permettre de réparer un certain pont dans le parc des Deux Ruisseaux. ah. Qui est un parc magnifique pour ceux qui le connaissent. Je vous invite à aller prendre une marche, là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pardon. Madame Dauphiné, est-ce que c'est une question de précision sur un point qu'on vient juste de discuter ou vous voulez attendre à la fin? Je veux attendre à la fin, merci. Parfait, merci. Donc, l'avant-dernière diapo, c'est la zone de développement. Donc, on est dans une zone prioritaire de développement. Pour les gens qui sont en ligne ou qui verront le vidéo plus tard qui se posent la question, mon côté professeur, une définition rapide, là, une zone prioritaire de développement,
Ça représente des secteurs vacants à développer en priorité à des fins résidentielles à l'horizon du schéma d'aménagement. Ces zones peuvent être développées en tout ou en partie en fonction des projets sous réserve de certaines conditions. Par exemple, les conditions, ça peut être que ça doit être desservi par le réseau d'aqueduc, assurer une gestion des eaux pluviales, intégrer des principes de transport actif. Le développement respecte le plan directeur sectoriel, entre autres le plan directeur des parcs, le plan de transport, tout ce que l'on retrouve dans ce projet-là. Donc, la recommandation que notre service donne, c'est que le plan projet de lotissement préparé par M. Christian Depastillière, arpenteur géomètre, sous la minute 16 158, daté du 6 avril 2023, soit approuvé. Que la contribution pour l'établissement et le maintien et l'amélioration de parcs, de terrains de jeu et la préservation d'espaces naturels sont prises en avant, comme je vous mentionnais pour les raisons plus tôt. Que la firme WSP retenue par le promoteur soit autorisée à présenter les plans numéro C1 à C6 du projet 201 11 715-00 émis pour approbation au ministère pour autorisation. Ça, c'est la condition qu'on vous mentionnait, qu'une proposition soit déposée pour approbation par le service des infrastructures urbaines pour le déplacement des panneaux de signalisation sur le boulevard de l'Université, préalablement à la signature de l'entente promoteur pour l'ouverture de la nouvelle rue. Et enfin, que la Ville de Sherbrooke s'engage à devenir propriétaire des infrastructures. Ça met un terme à la présentation. Merci beaucoup. J'ai Mme Dauphinet qui avait levé la main et j'imagine que M. Geng voudra aussi peut-être dire un petit mot. Allez-y, Mme Dauphinet. Oui, moi, je suis seulement étonnée quand je vois ce plan de lotissement-là, puis de voir qu'encore aujourd'hui, à l'heure où on parle de la densification, qu'on permette un développement de maisons unifamiliales avec des terrains aussi grands. Considérez, Mme Dauphinet, que ce n'est pas un terrain facile à développer. Benoît pourra en témoigner. Là, dans le passé, il y a eu d'autres projets qui ont été soumis à cet endroit-là. Donc, et compte tenu aussi que l'usage et la clause d'usage est déjà autorisée, là, c'est pour ça que je pense que le promoteur a opté pour cette solution-là. Là. Oui, C'est puis ça. j'ajouterais peut-être, là, puis je sais on parle énormément de densification, c'est comme ça le projet dont on va parler ensuite va témoigner beaucoup des efforts qu'on fait dans ce sens-là. C'est un projet quand même qui a été déposé il y a très longtemps. Il faut savoir que c'est un projet quand même qui cheminait depuis longtemps. On a demandé davantage d'études environnementales, mais il est conforme au zonage actuel. C'est un peu comme le projet qu'on a vu à la dernière commission. C'est le type de projet qui montre à quel point nous, on doit aussi refaire nos devoirs en termes de plan d'urbanisme, en termes de schéma d'aménagement, parce que ce projet-là est absolument conforme à notre réglementation actuelle. Fait en ce sens-là, c'est un projet qui, pour le promoteur, on n'a pas de levier pour dire ce n'est pas le zonage qui est autorisé. Il n'y a pas de changement de zonage, il n'y a qu'un projet de lotissement. Donc, oui, on essaie de travailler en densification quand c'est possible. Dans ce cas-ci, c'est un projet de longue date et qui est carrément en intégration dans son milieu. Ce n'est que de ce type de résidence-là qu'on retrouve sur le boulevard Université à cet emplacement-là. Mais bien sûr que ça fait partie des commentaires qu'on a dit en orientation. Encore là, on est dans l'unifamilial, on veut tendre de plus en plus vers une densification. Mais dans ce cas de projet-là, c'est un genre de projet intermédiaire, si on veut. Là. Ouais, ben, en tout cas, juste pour terminer, là, on aurait pu rester dans du unifamilial, mais on remarque sur les rues arrière, là, qu'on a à peu près 2 fois plus de propriétés dans un même segment droit, là. Tu sais, fait que quand on dit la difficulté de bâtir le terrain, là, peut-être dans le bout de la boucle, là, mais pas au départ sur la rue. Fait que moi, je m'attends comme élu à ce qu'on ait un peu plus de cohérence la prochaine fois. Fait, même dans les secteurs de maisons unifamiliales, qu'on augmente la densité. C'est tout. Merci. Puis dans le cas des grands lots, j'ajouterais juste, je suis d'accord avec vous, Madame Dauphinet, puis c'est comme ça qu'on travaille l'ensemble des projets. Ça fait partie des plus anciens qu'on traîne, mais j'ajouterais quand même que les grands lots qui sont en bordure de rivière, pour nous, de les laisser aussi grands, c'était aussi de protéger une plus grande bande tampon parce que ce ne sera pas déboisé à l'entière. Fait que Oui, c'était important aussi au niveau environnemental de conserver des lots plus grands pour éviter d'aller trop dans la bande riveraine. Là. c'est ça. Mais on s'entend que sur la largeur des terrains, il y aurait pu avoir un effort additionnel de fait. Merci. Merci. Madame Louze. Tout simplement pour mentionner que dans le SD, quand on parle là, la façon comment ça a été libellé dans la présentation de M.
Pereira, c'était intéressant. La façon comment c'est libellé dans les considérants du sommaire décisionnel, quand on parle de la signalisation, ça serait peut-être intéressant de dire que, parce que nous, on a juste mentionné qu'il y avait un enjeu de sécurité par rapport aux panneaux pour la sécurité routière de sortir, entrer de rue dans les considérants, mais on n'a pas mentionné qu'on va demander une solution. Il n'y a pas la solution qui vient avec. Il est juste un peu plus bas. Il y a le considérant qui dit que les panneaux sont de signalisation routière nuiront à la visibilité, mais plus bas, dans la recommandation, ça dit qu'une proposition soit déposée pour approbation par le service des infrastructures urbaines pour le déplacement des panneaux de signalisation. Ah, d'accord. Il est là, il est juste plus bas. J'ai manqué. D'accord, c'est bon. Alors, c'est tout. Non, tous les restants, on avait déjà commenté en atelier. Merci. Monsieur Charon. Quelques petites questions techniques. C'est peut-être la même réponse que vous venez de donner, Mme Laroche. Et je regarde le 13 mètres qui est la bande riveraine. Ça, c'est-tu parce que le règlement à ce temps-là était à 15 mètres, à 13 mètres, excusez? C'est 10 mètres à cet endroit-là, mais c'est une proposition du promoteur là, que lui, il veut 13 mètres. Ah, OK. Donc, on part de 10 mètres, mais il donne 13 mètres. Donc, c'est ça. Deuxième Qui est en question. servitude de non-déboisement. Ça ne veut pas dire que le reste va être déboisé, mais celle-là, il est en plus en protégé, garanti. C'est pour ça que je m'adressais à votre explication. Deuxième petite question, le 32 il est présenté dans le diagramme, c'est tout le vert qui paraît dans le diagramme. Ça, c'est 32 Non, c'est le vert en plus les bandes riveraines, tous les milieux humides qui sont protégés c'est ça, les bandes riveraines, les milieux humides et en plus de bandes de non-déboisement-là, au total, font environ 10 000 mètres carrés. C'est ça. Ouais. Donc, le 30 là. Okay. Juste une petite question technique. La rue projetée, vous avez un pointillé de dessiné qui fait le contour de la rue. Là. Ça représente quoi, son pointillé? C'est la longueur de la rue. Le dessin même? Je parle du dessin, non? C'est marqué rue projetée, mais en fait, c'est le pavage. Oui, c'est le pavage. Ouais. Donc, c'est pas un espace pour un trottoir ou quoi que ce soit. Parce que vous avez la rue qui représente l'emprise, puis le pointillé, c'est vraiment le pavage. OK, parfait. Merci. Désolé. Oui, c'est la rue comme telle est trop petite pour faire un trottoir, puis pour 16 résidences. Par contre, le boulevard Université, lui, va compter sur un trottoir qui va permettre aux gens de circuler. Est-ce qu'il y avait une autre question, M. Charon? Ça allait? Merci. M. Jeng. Merci, Madame la Présidente, d'avoir spécifié que le parc des Deux-Ruisseaux a besoin d'amour. Et M. Pereira aussi, quand vous mentionnez qu'il y a un transfert d'argent qui sera fait, j'espère que cet argent sera réservé pour le parc des Deux-Ruisseaux. On peut confirmer ça? Non, malheureusement, on ne peut pas le confirmer. Confirmer que ça va servir à des enveloppes parc, ça, c'est certain. Mais après ça, nous, il va falloir faire notre travail politique de priorisation dans l'arrondissement. Sauf que pour le promoteur en question qui doit léguer un parc ou une partie de son lot pour un parc, c'est le parc en question. Sinon, il aurait dû le faire dans son projet, n'est-ce pas? Alors, il va falloir prendre ça en considération. Puis, en tout cas, moi, j'y tiens à ce que ça soit directement pour le parc des Deux-Ruisseaux. C'est le parc avoisinant. Bon, ceci étant dit, concernant la densification, je comprends la question de Mme Dauphinet, mais là, on va parler de sécurité dans cette fameuse courbe-là. Si on aurait doublé le nombre de personnes ou d'habitants dans ce secteur-là, moi, j'aurais eu de la difficulté à accepter ça. Je ne sais toujours pas encore comment que les gens qui sortent de cet espace pour emprunter le boulevard de l'Université vers le Triolet vont s'y prendre parce que les voitures qui viennent depuis le CPE en direction du Triolet et tous les autres, les 6 000 voitures qui passent par jour sur le boulevard de l'Université, je ne sais pas comment on va s'y prendre pour sortir de là à part une prière. Fait que, oui, il va y avoir des feux de circulation qui sont prévus aux intersections Indiana et Gagnon, mais c'est plus loin
Et vous l'avez vu, le lot adjacent à ce projet-là est le lot du CPE. Si je ne me trompe pas, M. Lapointe et M. Pereira, c'est exactement le lot adjacent. Donc, et le trottoir va être construit du côté est du boulevard de l'Université. Alors, les gens vont vouloir aller emprunter le boulevard de l'Université, ils vont vouloir traverser le boulevard de l'Université. Un autre enjeu de sécurité à cet endroit-là. Est-ce que le promoteur pourrait s'engager à installer des feux de circulation? Ce que je comprenais, c'est que l'étude de visibilité n'avait pas mentionné nécessairement ce besoin-là. Puis c'est sûr qu'un feu à proximité va quand même faire des moments de non-circulation où ça va se calmer, mais je ne sais pas si vous avez une réponse plus précise. En fait, ma réponse porte plutôt là, sur l'étude de visibilité. On savait que c'était un secteur qui était problématique, là, que la sortie des véhicules comme des piétons est difficile. C'est pour ça que l'étude de visibilité a été commandée. C'est pour ça qu'il y a des servitudes de visibilité, des non-accès ont été exigés aux promoteurs pour s'assurer de cette visibilité-là et de cette sécurité-là. Donc, en principe, les piétons, tout comme les automobilistes, auront une visibilité suffisante pour leur sécurité, là. Mais je comprends qu'il y a encore des préoccupations qu'il faudra regarder. Il faudra être vigilant dans l'implantation du projet pour s'assurer par la suite que ça n'amène pas des problématiques plus grandes. C'est de la plus haute importance, Madame la Présidente, si vous me permettez. Et puis, j'inviterai les membres de la commission, et entre autres, d'aller faire un tour dans ce secteur-là pour voir ce dont je parle. Ça va être l'enjeu numéro 1, en tout cas en ce qui me concerne et au niveau des citoyens de mon district. Merci. Merci beaucoup, M. Jean. J'en prends bonne note et je vais répondre à l'invitation aussi d'ici à ce que ça revienne au conseil municipal. Mais je pense que oui, je pense qu'il faut être vigilant pour la suite, effectivement. J'ai Mme Lefebvre, puis ensuite, on va essayer de passer au projet Masson. Oui, ben, j'avais aussi des préoccupations pour la sécurité puisque je connais bien cet endroit. Et effectivement, il y a le CPE, il y a, en tout cas, il y a de la vitesse aussi, mais bon, il y a un radar éducatif qui est là, mais quand même, c'est quand même un problème récurrent. Donc oui, j'ai cette préoccupation. Puis j'ai aussi, tu sais, je sais que les règlements ne nous le permettent pas, mais je ne sais pas à quel point le promoteur aurait de l'ouverture pour protéger plus tu sais, la rive. Tu sais, il donne 13 mètres, puis c'est génial, là, mais tu envisager plus. Moi, j'ai cette préoccupation. Il y a quand même une protection accrue à la rive. Oui, oui, tout à fait. Ça, je l'entends bien, mais c'est ça. En fait, juste pour vous ramener en orientation, le projet, tout le monde avait été plutôt favorable. On avait dit s'il y avait quelque chose à faire au niveau de protéger davantage de couverts forestiers, ce qui a été fait. Là, on est vraiment à l'étape subséquente. Les négociations ont eu lieu. Ceci dit, moi, je rappelle que on est venu gagner sur le non-déboisement, l'obligation de non-déboisement, mais que techniquement, une maison qui s'implante ne peut pas déboiser plus que 5 mètres vers la rive. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais je pense que de toute façon, il y a un dénivelé, là, ça descend, non, vers la rivière. Donc, est-ce qu'on peut penser que les gens n'auront pas envie d'aménager des trucs dans une pente? Que ça va protéger ou ceux qui connaissent mieux le terrain, là? Ben, le terrain En tout cas, j'espère. il y a une pente importante, là. C'est pour ça que la bande passe à 15 mètres à un certain moment, là. La pente est très importante pour les abris, donc des aménagements. Bon, de toute façon, il ne peut pas en faire de par la réglementation, là. C'est une bande de protection, là. Donc, les constructions seront au-delà là, de cette bande de protection-là. OK. Parfait. Ça va? Donc, avec quand même les préoccupations qui persistent là, au niveau de la sécurité, où on veut vraiment qu'il y ait une certaine vigilance par rapport à ça, à l'implantation du projet,
Je comprends que les membres sont favorables à aller de l'avant avec les recommandations telles qu'indiquées par M. Pereira. Merci. Donc, projet où là, on s'en va vraiment ailleurs, si on peut dire, projet maçon. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont là pour en entendre un petit peu parler. C'est un projet qui a vécu beaucoup, qui a beaucoup cheminé, disons-le comme ça. C'est un projet, encore une fois, qui date de plusieurs années, que nous, quand on a vu pour une première fois en commission de l'aménagement du territoire, il y avait déjà beaucoup d'étapes de franchies par le promoteur. Ça faisait des années qu'il travaillait sur un projet avec le désir d'aller vers une nouvelle orientation au niveau urbanistique. On a travaillé beaucoup avec le promoteur, que je remercie d'ailleurs pour l'ouverture. Je pense que ça a été un travail, oui, de longue haleine. Je remercie d'ailleurs aussi les équipes qui ont travaillé très fort. C'est pas final terminé. On va le voir un petit peu dans la présentation, mais je pense qu'on peut être fier du chemin qu'a parcouru ce projet-là en termes de protection de milieu naturel, densité qu'on est allé chercher, tout ce qui a été aménagé aussi au niveau place publique, les bandes tampons. Donc, je vais laisser la présentation se faire, là, mais je pense qu'il y aura certainement des commentaires sur l'évolution du projet à faire par les membres. Alors, Monsieur Lapointe, je vous cède la parole. Merci. OK, donc je vais vous localiser le projet dans un premier temps. Le quartier maçon se trouve en rouge sur le plan ici. Donc, vous vous localisez, vous avez la 12e avenue du côté ouest. Vous avez l'autoroute 610. Juste au sud du quartier maçon se trouve le secteur Havre-Champêtre, quartier résidentiel. Devant le quartier maçon se trouve le pôle commercial régional, espace 610. Et évidemment, vous avez plus au nord le parc d'affaires et le pôle universitaire là, du CHU. Les zones concernées par le projet, donc en rouge, vous avez le secteur visé par le projet. Ça touche quelques zones au niveau du règlement de zonage. Donc, je vais y revenir tout à l'heure pour les usages qu'on y retrouve. Essentiellement, là, on touche à 5 zones. Le projet, c'est celui-ci que vous avez déjà vu. La seule différence, je vous dirais, ce projet-là versus les anciennes versions, il y a un petit gain, si vous voulez. Il y a un petit triangle qui a été ajouté ici en vert. Là. Auparavant, la ligne passait en ligne droite. Je vais vous dire pourquoi il y a eu un gain au niveau du milieu naturel à ce niveau-là. Essentiellement, bon, c'est le même projet qui vous a été présenté. Je vous rappelle que le projet, on vous recommande une approbation selon certaines conditions. Une des conditions est un échange de terrain. Donc, la partie en jaune que vous voyez au plan, c'est une partie de terrain qui appartient actuellement à la ville de Sherbrooke. Pour que le projet puisse être réalisable, il va y avoir un achat ou un échange de terrain qui devra être fait entre la ville de Sherbrooke et le promoteur. Donc, on va vous présenter plus loin l'échange. En fait, c'est un échange de terrain qui est proposé dans ce cas-ci, donc un pour un. Donc, je vais vous le présenter tout à l'heure à quel l'échange serait fait. Au niveau environnement, il y a 4 milieux humides qui sont présents dans le projet. 2 de ces milieux-là de faible valeur, MH1, MH5, seront détruits en totalité. MH2, également un milieu de faible valeur, va être détruit partiellement, alors que le milieu humide MH3, qui est celui de moyenne valeur, donc la meilleure valeur dans le projet, ce milieu-là va être conservé dans sa totalité. Donc, on parle au total de 88 des milieux humides dans le projet qui vont être préservés et pour 12 qui seront détruits.
Prends note que le promoteur avait déjà entre les mains un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement pour détruire les milieux humides H1 et 2 ici. Par contre, ces certificats-là ne sont plus en vigueur, considérant qu'ils ont été obtenus en 2020 et qui étaient d'une durée de 24 mois. Donc, le promoteur devra aller rechercher les certificats nécessaires pour pouvoir les détruire. Même chose pour le milieu 5, pour lequel il ne possédait là, aucun certificat. Milieu hydrique, et en fait, il y en a, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu une étude de caractérisation des milieux naturels qui a été faite dans ce projet-là pour à peu près la totalité du projet, à l'exception de la première portion ici où on retrouvera la rue. Donc, dans la portion qui a été couverte par l'étude, il n'y avait aucun milieu hydrique de présent. Ça va faire partie des conditions. Le promoteur devra nous déposer éventuellement une étude du milieu naturel pour la première portion. Vous voyez au plan là, que se trouve la présence d'un cours d'eau, donc la localisation exacte de ce cours d'eau-là avec les bandes de protection qui s'y appliquent seront confirmées à ce moment-là. Milieu boisé, 7 peuplements de valeur écologique faible à moyenne se trouvent dans le projet. Donc, 43% des boisés seraient conservés. Bon, ça représente finalement les couleurs vertes que vous voyez au plan, alors que 57% seraient détruits. Il faut faire attention à ce chiffre-là. On considère que les terrains développés seront déboisés parce qu'on n'a pas nécessairement les mesures pour assurer leur protection. Par contre, on peut parier qu'il y a une bonne partie de ces terrains-là sur lesquels le promoteur va tout de même préserver les arbres parce qu'il n'a pas besoin là, de découper pour les déboiser pour aménager son site. Au niveau urbanisme, il y a le projet se trouve principalement dans 3 grandes zones. Ce que vous voyez, c'est des usages qui sont actuellement autorisés. On sait que le projet ne répond pas en fait aux normes actuellement en vigueur, où on a une gradation à partir du quartier Havre-Champêtre à de la résidence unifamiliale isolée. Plus qu'on va vers le nord, la densité augmente légèrement. Donc, la deuxième zone, où on retrouve du 1 à 4 logements maximum, alors que la suivante, on est dans du 6 à 8. Dans tous les cas, on parle de 2 étages là, maximum qui est autorisé au zonage. Donc, vous comprendrez qu'il y a un amendement réglementaire qui va être nécessaire pour pouvoir approuver le projet. Le projet, plus en détail, vous l'avez ici à l'écran. Ce qui est proposé, bien que le découpage là, des zones n'est pas encore déterminé à ce stade-ci, mais vous avez les usages qui sont souhaités dans le projet. Donc, en jaune, vous retrouvez 3 bâtiments de 12 logements chacun, comprenant 3 étages. En bleu, vous avez deux zones qui sont en bleu. C'est des immeubles de 24 à 30 logements qui seraient autorisés pour 4 étages. En orange ici, c'est un projet intégré qui serait autorisé à cet endroit-là. On parle d'un projet intégré à usage mixte, c'est-à-dire qu'on viendrait autoriser des usages de la classe C1, donc commerce de proximité, à même cette zone-là. Prendre note que ce que vous voyez pour le projet intégré, c'est le plan est à titre indicatif seulement. Là, tous les bâtiments, les stationnements pourraient être voués à être changés. Et bon, ça devra faire l'objet d'une approbation à part par le conseil municipal parce qu'on est dans le cadre d'un projet intégré. Peut-être juste préciser pour les gens que c'est un projet qui est destiné à être un projet coopératif dans le projet. Donc, ça vient ajouter beaucoup de logements en proportion qui vont être coopératifs, donc logement social. Exact.
En mauve, c'est encore une fois la classe d'usage ASGIS qui serait autorisée. On parle de bâtiments qui varieraient entre 80 et 120 logements pour entre 5 et 7 étages. Donc, à la grandeur du projet, on parle de bâtiments qui vont varier entre 3 et 8 étages là, pour l'ensemble du secteur. À ça, on n'en fait pas mention dans la présentation, là, mais vous vous souvenez, il y a des ajustements aussi qui devront être apportés au niveau des aires de stationnement où on va plutôt mettre des maximums dans nos règlements alors que l'on n'a que des minimums. Donc, il y aura un nombre maximum de cases de stationnement qui pourront être faites par logement. Il y aura un ratio également minimal de cases de stationnement intérieures à prévoir dans le projet. Il y avait également la bonification de la plantation des arbres. Donc, on prévoyait être 1,5 fois plus sévère que dans le règlement là, actuel. Au niveau des infrastructures et de la circulation, le quartier Masson va être accessible par 2 accès. La principale sera directement par la 12e avenue. C'est le feu de circulation là, qui est présent où on retrouve la première phase de quartier santé. Donc, le feu est déjà en place. Il faut se rappeler que la 12e avenue, c'est une route qui appartient au ministère des Transports. Donc, le promoteur devra aller chercher des autorisations du ministère des Transports pour y faire sa rue et également les modifications qui seront apportées au feu de circulation. Également, l'autre accès va être plus au sud via le prolongement de la rue des Sphinx là, qui est existante, qui donne dans le quartier Havre-Champêtre. Transport en commun, la STS ne prévoit pas entrer un réseau d'autobus à l'intérieur du projet. Le projet, en fait, le pourtour du projet est relativement bien desservi, soit par la 12e avenue et par la rue Brulotte. D'ailleurs, lorsqu'on a procédé au réménagement de la 12e avenue, là, il y a 2 ans maintenant, déjà les dalles au sol pour les futurs abris ou arrêts d'autobus sur la 12e ont déjà été mises en place. Toujours au niveau des infrastructures, une seule rue, en fait, est prévue dans le projet. Donc, c'est vraiment la poursuite de la rue Sphinx jusqu'à la 12e avenue. On est dans une emprise de 18 mètres. Cependant, la forme ou la géométrie de la rue va varier beaucoup en fonction de où on est dans le projet. C'est-à-dire que à partir de la rue Sphinx, la rue, elle a été construite pas plus tard que l'année dernière. Déjà, il est prévu d'apporter des modifications à la géométrie de la rue, c'est-à-dire qu'on va la rendre moins large. Donc, la première portion sera à 7 mètres jusqu'à la première courbe, où après ça, on tombe dans une rue à 9 mètres. Jusqu'à temps qu'on revienne dans la dernière portion où on aura des portions à 8 mètres et peut-être une qui va être un peu plus grande, ou peut-être en fait parce que c'est l'étude de circulation qui va nous être livrée éventuellement et les discussions avec le ministère des Transports où on verra à la sortie du projet sur la 12e avenue si on doit faire 2 ou 3 voies de circulation. Un trottoir en banquette est prévu dans le projet, donc c'est le trait jaune que vous voyez. Je porte à votre attention qu'il y a déjà un trottoir existant sur la rue des Sphinx. Le trottoir est du côté ouest. Ce trottoir-là va être détruit pour être reconstruit du côté est, de manière à ce qu'on n'ait pas à traverser d'aucune façon la nouvelle rue qui est projetée. En mauve, ce que vous voyez, c'est un sentier multifonctionnel. Donc, entre la 12e avenue et l'accès au bassin de rétention, on parle de sentier multifonctionnel. C'est un sentier de 3 mètres asphalté qui sera construit. Pourquoi il se termine à l'accès au bassin? C'est qu'on veut se donner éventuellement la possibilité, via le chemin d'accès, justement, du bassin, de pouvoir atteindre
la ceinture verte qu'on prévoit faire autour du projet ou qu'on espère faire autour du projet. Donc, on veut se donner cette possibilité-là de pouvoir y accéder. Donc, tout a été pensé. Les pentes vont être planifiées en conséquence de rendre cet accès-là possible. Également, bon, il y a deux autres accès qui seraient deux traverses piétonnes qui sont quand même prévues dans l'intérieur du projet, principalement pour atteindre rapidement le parc qui est projeté et également un lien entre le parc projeté et l'aire naturelle qui est prévu là, plus à l'ouest, que je reviendrai également sur celle-ci. Toujours au niveau des infrastructures, un seul bassin de rétention est prévu dans le projet, ce que vous voyez en mauve. La desserte électrique, ce qui est planifié, on a une ligne aérienne qui va être construite sur rue entre la 12e avenue, donc on part des lignes existantes qui sont aériennes sur 12e avenue. On va être en aérien jusqu'au début du projet intégré, jusqu'ici, donc à la première courbe. Donc, la ligne électrique va être positionnée du côté sud de la rue. À partir de ce point-là, la descente électrique va être souterraine pour l'ensemble du projet. Donc, au total, on parle seulement des 5 premiers bâtiments ici qui seront alimentés de façon aérienne et pour le reste de façon souterraine. Donc, on parle uniquement 3 traverses là, de lignes aériennes au-dessus de la rue pour l'ensemble du projet. L'éclairage de la rue va être fait par du mobilier décoratif. Les lampadaires vont être positionnés du côté de la banquette, du côté du trottoir. Donc, les lampadaires vont être à la fois. Il y aura 2 fûts, en fait, sur le modèle de lampadaire, un qui éclairera la rue et un qui éclairera le trottoir. Parc et espace naturel, je vous rappelle tout simplement que à proximité du quartier Masson se trouve déjà le parc Quintal, qui est un parc important à la ville où toutes les infrastructures sont déjà présentes. Donc, la rayon de desserte de ce parc-là, évidemment, couvre le quartier Masson. Malgré ça, à l'intérieur du projet Masson est prévu un parc de voisinage. Donc, c'est l'espace en vert foncé que vous voyez ici. Le promoteur offre en parc une superficie là, de 22 682 mètres carrés, qui est bien au-delà de la contribution minimale là, du 10 qu'il devait nous faire, qui est de 9 797 mètres carrés. Donc, la différence entre le 22 000 et le 9 797 mètres carrés, ça correspond exactement à l'échange de terrain qui est nécessaire. Je vous parlais d'entrée de jeu qu'il devait acquérir une partie de terrain pour rendre ça possible. Donc, ce qui est proposé, c'est un échange là, 1 pour 1, superficie pour superficie, là, pour arriver à cette contribution-là. L'espace naturel qui est proposé, on parle de 66 000 mètres carrés. Donc, c'est un espace naturel que le promoteur souhaite donner à un espace de conservation. A été ajouté à l'espace naturel, là, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, le petit triangle qui est ici. Pourquoi il a été ajouté à l'espace naturel? C'est tout simplement parce que le projet intégré, éventuellement, devrait faire l'objet d'une approbation via le règlement de PPC-moi. Et les normes au niveau du code, mais de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ne nous permettent pas de traiter un projet en PPC-moi, un projet sur lequel il y a des contraintes naturelles. Donc, la tache orange que vous voyez, c'est une zone de glissement de terrain. Donc, on se devait d'exclure la zone de mouvement de terrain du projet intégré pour qu'on puisse éventuellement le traiter en PPC-moi. Au niveau des zones de développement, mais le développement, on retrouve des zones, nos fameuses zones grises, rouges, bleues et ocre. Prendre note qu'il n'y a aucune permutation qui sera nécessaire là, entre le rouge et le bleu dans ce projet-ci.
considérant que les permis, en fait, le promoteur va développer prioritairement les premiers terrains qui sont dans le rouge, ce qui va faire en sorte qu'il va pouvoir développer le bleu là, sans qu'on fasse de permutation. On arrive maintenant aux conditions. Bon, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Le projet, on fait une recommandation favorable. Donc, le projet soit approuvé conditionnellement au plan qui a été préparé par l'arpenteur. Mais il y a 10 conditions qui sont associées à cette approbation-là. Je ne vais pas vous les lire en moindre détail, mais je peux vous les résumer rapidement. Évidemment, la première condition va être qu'il puisse avoir l'échange de terrain entre le promoteur et la ville. Que le projet, qu'un amendement réglementaire soit entrepris. À ce titre-là, le promoteur a déjà déposé sa demande d'amendement à la ville. Qu'une étude de caractérisation des milieux naturels soit faite pour la première partie là, du projet qui n'avait pas été couverte. Dans cette étude-là, ça va venir localiser exactement où sera le cours d'eau et quelle largeur de bande riveraine s'applique à ce cours d'eau-là. Il y avait, vous vous souvenez, dans les premières rencontres à la carte, il avait été soulevé la présence potentielle de la fameuse tortue des bois. Donc, le promoteur devra nous déposer une confirmation à l'effet que le projet ne vient pas perturber la présence de la tortue des bois. Il devra évidemment obtenir également les autorisations du ministère de l'Environnement pour la destruction des milieux humides 1, 2 et 5 présents dans le projet. Il devra également aller chercher les autorisations nécessaires auprès du ministère des Transports pour le feu de circulation et l'accès à la 12e avenue pour sa future rue. Il y aura une étude de circulation qui devra nous être déposée. Il y aura un plan, des plans techniques qui devront nous fournir pour qu'on puisse voir toutes les opérations de remblai, déblai prévues à l'intérieur du projet pour s'assurer que ces opérations-là sont conformes à toutes nos dispositions. Et évidemment, il devra nous déposer une étude qui nous prouve finalement que les capacités des infrastructures en place sont adéquates pour recevoir le projet. Finalement, on mentionne que la contribution pour fin de parc va se faire en terrain, donc 10 du terrain. Et les 2 dernières conditions, c'est plutôt associé, c'est des standards là, pour que le promoteur puisse faire l'autorisation au ministère de l'Environnement pour obtenir son CA 22, donc d'autoriser la firme à retenir les services de la firme XP pour présenter les plans au ministère de l'Environnement et finalement que la Ville s'engage à devenir propriétaire là, des dites infrastructures. Alors voilà, ça fait le tour. Merci beaucoup pour la présentation. Juste avant de céder la parole à Mme Danielle Berthold pour le premier commentaire, ça vient de son arrondissement. Je veux juste quand même mettre en perspective parce que les gens qui sont ici n'ont pas nécessairement vu. Je ne sais pas si vous pouvez sortir un des plans initial, là, n'ont pas nécessairement vu. Là, vous voyez un projet final, mais je veux juste rappeler que tout au long du processus, dans le fond, les gains qui ont été faits, puis les commentaires constructifs, les échanges qu'il y a eu avec le promoteur, juste vous énumérer un petit peu les... Oui, c'est ça. Il y a eu 17 versions. Mais juste en termes de préservation des milieux naturels, là, si vous voyez les différentes séquences, là, on est passé, si ma mémoire est bonne, au début, c'était autour de 17-18 du milieu naturel préservé. On est plus autour de 43 en milieu naturel qui va rester. On a mis aussi au niveau des îlots de chaleur, on avait la préoccupation. Au début, il y avait beaucoup de stationnement. Là, on ne le voit pas, mais on a mis vraiment des maximums de stationnement. Mis aussi des ratios qui vont être exigés en stationnement souterrain. Donc, on a beaucoup moins de stationnement de surface que préliminairement. On a aussi travaillé sur la bande tampon qui est venue s'ajouter au milieu naturel qu'on a préservé entre le quartier résidentiel déjà existant qui était proposé autour de 20 mètres, qu'on est venu presque doubler pour vraiment faire un pont entre le quartier résidentiel existant et le projet. Et ça fait un corridor aussi qui réunit le parc,
l'espace parc et le milieu naturel protégé. Je signale aussi, je l'ai mentionné pendant la présentation, le projet intégré qui est vraiment un projet de coopératif. Donc, on est venu, on avait cette préoccupation-là dès le début. Le projet ne comprenait pas nécessairement de logement social ou abordable au départ. Et le promoteur a ajouté tout ce volet-là. Puis on est prêt, si ma mémoire est bonne, c'est autour de 40 du projet qui est en logement coopératif, ce qui est énorme aussi. On a aussi fait l'ajout parce qu'on trouvait qu'il manquait d'espace de vie. Donc, on a demandé d'intégrer une place publique au centre du projet qui figure maintenant parce qu'avant, il n'y avait pas cet espace-là. Donc, oui, on a des beaux milieux naturels, mais c'est important que l'intérieur du milieu aussi soit intéressant pour les gens. Les connexions aussi avec la 12e avenue, on a misé là-dessus qu'il y ait des connexions cyclables pédestres pour favoriser le commerce de proximité et que les gens se déplacent pas seulement en auto. Le promoteur a aussi monté son ouverture à doubler le nombre d'arbres qui vont être plantés à l'intérieur du projet une fois que ce sera aussi construit. Est-ce que j'oublie des choses? Il y en a tellement, là, il y a des gros... Mais ça, je pense que c'est les éléments majeurs là, qui ont fait cheminer le dossier et qui l'ont amené vraiment, vraiment ailleurs en termes de milieux concrets, mais aussi de densification et de préservation des milieux naturels. Il y a aussi toute la préservation d'une mixité pour permettre, entre autres, à l'intérieur peut-être du projet intégré, des usages comme des CPE, du commerce de proximité pour aussi, oui, on a la 12e avenue, mais on veut aussi qu'il y ait une vie qui s'installe avec une densité comme ça à l'intérieur. Fait que, oui, je l'ai nommé la bande tampon qui a été augmentée. Fait que ça résume un petit peu tout le chemin qu'a parcouru ce dossier-là là, avec la Commission de l'aménagement du territoire. Et je laisserai Mme Berthold faire le premier commentaire. Merci, Madame la Présidente. Oui, c'est un bel aboutissement qui a pris énormément de temps, énormément d'années. Je ne me trompe pas, je pense que j'ai dit une dizaine d'années ou à peu près. Le promoteur Custo était très patient dans ce dossier-là, mais a été d'une collaboration tout à fait exemplaire. C'est quelqu'un qui a décidé de dire, bon, ben parfait, une nouvelle orientation pour le projet Masson. Moi, ça ne me dérange pas du tout, même que ça me fait plaisir de collaborer avec les services pour faire en sorte que ça ressemble à une nouvelle façon de travailler avec les services de la ville. Donc, il est parti de la grille environnementale. On venait de mettre ça sur pied. Et il a dit, parfait, je retourne. Et ma mère dirait 100 fois sur le métier, je remettrai l'ouvrage. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, je tiens à saluer aujourd'hui sa grande collaboration dans ce projet. Je pense que c'est un précurseur. Quelquefois, souvent, quand on a des choses importantes à faire dans une ville, autant en tant qu'élu qu'en tant que collaborateur à la ville, bien, on veut laisser sa marque et je pense que le projet du quartier maçon pour le groupe Custo sera un projet précurseur et laissera sa marque pour les années à venir à la façon de savoir comment construire la ville de Sherbrooke. Alors, évidemment que moi, je suis plus que satisfaite de ce projet-là parce que j'ai vu les premiers balbutiements. On en avait approuvé quelques étapes du côté de l'arrondissement, du côté du CCU central. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est complètement à l'opposé de ce qui avait été proposé. Donc, c'est une très, très belle évolution et je pense que ça va être un excellent et un très beau quartier où il sera agréable de vivre. Joanie Belrose, la conseillère du district, a fait partie de plusieurs étapes en apportant son point de vue dans les changements pour le quartier maçon parce que ça fait partie de son district. Donc, bien contente de voir que finalement, on peut espérer peut-être une construction bientôt. Quand je dis bientôt, ça peut être long aussi. Parce que de ce temps-là, on reçoit des demandes des journalistes à dire comment ça se fait que là, on vient d'émettre un permis de construction alors que l'approbation a été faite il y a 3 ans. Ben ça dépend du promoteur, combien de temps ça lui prend à amasser ses sous et tout ça. Bref. Donc, si jamais, et je pense que je peux l'annoncer de façon officielle, si jamais vous voulez avoir plus d'informations concernant ce beau projet qui est le quartier maçon, il y aura une séance organisée par le promoteur le 31 mai prochain à 19h au centre Julien Ducharme. Donc, s'il n'y a pas de changement de date, à date, c'est confirmé, ben, vous serez invité à venir prendre connaissance de ce beau projet. Encore une fois, merci. Merci au service. Merci à nous, les gens de la CAT, d'avoir eu une ouverture parce que c'était pas évident au début. Je me souviens, j'ai tapé du pied souvent parce que je trouvais que ça prenait du temps. Mais ben, des fois, il faut attendre pour avoir un excellent résultat. Alors, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Il y a encore des choses à faire, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Merci.
Merci. Oui, puis je tiens à signaler que Mme Melrose ne pouvait pas être là cet avant-midi, mais m'avait signalé pour faire des commentaires en conseil municipal, mais qu'elle était satisfaite de l'évolution du dossier, qu'elle trouvait que ça avait vraiment cheminé grandement. Donc, j'aurais Mme Dauphinet. Oui, bien, comme la plupart des gens qui se sont exprimés jusqu'à maintenant, effectivement, c'est un beau projet. Et je pense que c'est un projet qu'on pourrait appeler un projet de démonstration qui tend vers la nouvelle philosophie qu'on veut implanter sur le territoire de la ville. C'est pour ça que moi, ma question, c'était dans combien de temps on peut espérer voir ce projet-là sur le terrain? Est-ce qu'on parle de 5, on parle de 10 ans? Parce que ça pourrait être important que ce projet-là se réalise quand même assez rapidement pour qu'on puisse montrer à la population de quoi ça a l'air, ce nouveau type de quartier-là. Donc, c'est seulement ça. L'autre chose, quand j'ai entendu dire qu'on était pour défaire un trottoir pour le faire de l'autre bord de la rue, dans le coin du Sphinx, là, ou je ne sais pas trop, là. Est-ce que j'ai. Là, Mme Laroche a fait signe que non, mais moi, il me semble que j'ai entendu qu'on va défaire un trottoir pour le changer de bord. Est-ce que c'est aux frais de la ville, ça, ou du promoteur? Parce qu'on sait qu'on se bat tout le monde là, pour avoir des mini bouts de trottoir. On me fait signe que c'est vraiment aux frais du promoteur. Mais je laisse Super. répondre. Pour votre Donc- première question, Mme Dauphinet, là, on peut parler d'une fenêtre de 3, 4 ou 5 années, dépendamment bien sûr de la vitesse d'exécution que le promoteur va faire là, au niveau des conditions qu'il a rencontrées. Et puis, bien sûr, des aménagements là, qui devront être adaptés là, pour faire la suite. Alors, par prudence, là, c'est 3 ans, mais disons qu'on peut peut-être rajouter quelques mois de plus. Là. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci, oui, puis on est tous très impatients de le voir arriver sur le terrain, c'est certain. J'ai M. Charon. Oui, juste quelques précisions pour M. Lapointe. Dans ta présentation, vous avez indiqué que le plan est indicatif seulement, donc il va y avoir d'autres choses qui vont avancer. La rue, par contre, elle est pas mal à sa place. Hein? Ça aussi, c'est permanent. Je vous appelle juste ça. L'autre chose, j'avais la même question, M. Dauphinet, Mme Dauphinet, excusez, sur le sujet du trottoir, donc ça a été répondu. Au sujet des études des infrastructures, si jamais ça se démontre insuffisant, c'est quoi les prochaines démarches? Ben, l'étude va venir confirmer en fait les capacités que les infrastructures en place sont capables de desservir le projet. Si jamais il y avait une problématique à ce niveau-là, mais on va falloir voir les solutions qu'on a là, pour pouvoir adapter nos infrastructures au projet. OK. Donc, autrement dit, ça peut retarder le projet si jamais. OK. Merci. Ben oui, c'est sûr que ce volet-là, on aurait aimé que tout soit confirmé avant, mais c'est quand même des études qui demandent un petit peu de temps. Moi, j'ai bon espoir, mais c'est sûr que on n'est pas, on ne peut pas on peut rien faire sur les capacités. Là. S'il y avait des choses que les études vont démontrer, il va falloir prendre des décisions en conséquence. Là. Il va falloir revenir ici. Attends, excusez-moi, j'avais un petit moment de. Excusez, j'ai comme une fenêtre qui s'est ouverte de prise de parole. Madame Lefebvre? Oui, merci. Ben, j'irais dans le sens de Madame Berthold que effectivement, en un peu plus d'un an, à peine, de voir le 9 mois, un bel accouchement, une belle grossesse. euh, mais c'est fou c'est comme vous l'avez dit, là, le changement complet entre la première mouture qu'on a vue, on n'était même pas encore en commission, et puis le projet final, c'est incroyable. J'aurais jamais cru ça possible et je trouve ça extraordinaire. Donc, je voulais vraiment le souligner et la collaboration, parce qu'effectivement, hein, depuis qu'on est là en poste avec la commission, on a mis, avec les services surtout, là, vous avez mis en place des critères, des choses qui guident un peu mieux. On est dans une phase de transition, donc oui, ça a pris beaucoup de temps, puis j'ose espérer que pour les prochains, on
on va opérer différemment parce on aura construit les choses, on aura déjà une expérience. Donc, je remercie vraiment la patience au niveau du groupe Cousteau d'avoir travaillé aussi en collaboration avec nous, puis d'avoir permis tout ce développement d'expertise et de leur côté et de notre côté aussi, là, sur comment travailler. Donc, je salue vraiment le travail des équipes aussi, là, parce que effectivement, il y a eu plusieurs, plusieurs évolutions de ce projet. Je ne sais pas combien au total, mais en tout cas, c'est impressionnant. Donc, moi, je trouve ça, tu sais, c'est le début d'une autre façon de travailler, effectivement. Puis, tu sais, j'espère que ça va encourager d'autres promoteurs à embarquer dans ce fonctionnement-là, comme le groupe Custo a décidé d'embarquer. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est d'entendre qu'ils sont fiers de ça aussi. Que, tu sais, puis qu'on peut travailler ensemble à développer, à construire des nouveaux logements, des nouvelles rues autrement, dans le respect de tout ce qui est important au niveau environnemental et qu'on doit préserver. Donc, je voulais vraiment remercier tout le monde et nos services et le groupe Custo pour ce travail de longue haleine. Puis c'est ça, tu sais, maintenant, faut que les prochains projets, on les amène plus vite. Tout à fait. C'est un peu ce qu'on disait quand on dit un projet modèle. Oui, On souhaite que tout à ça puisse fait. servir pour la suite. Pour la Puis suite. évidemment, ça veut aussi dire que nous, on a notre travail à faire, puis on n'arrête pas d'en parler. On souhaite mettre à jour nos outils de planification urbanistique. On parle d'un plan d'urbanisme, notre schéma d'aménagement, ça va faire partie aussi. Ça, ce projet-là, si tous nos règlements permettaient ça puis allaient dans cette direction-là, ça serait beaucoup plus rapide aussi à gérer. Fait que là, on l'a vécu avec lui dans la négociation et ça a été vraiment un beau partage. Mais effectivement, pour la suite des choses, on a une responsabilité, la Ville aussi, de mettre, d'ajuster nos outils. Madame Louze, et j'avais M. Tremblay qui voulait ajouter un petit quelque Tu chose. as volé mon punch. C'était exactement ce que j'allais dire, mais c'est pas grave. C'est la preuve justement que c'est possible de le faire. Il est exactement, si on ajuste nos règlements en conséquence, on n'aura pas besoin de 17 projets. Là. Je veux dire, déjà en partant, les projets vont nous être présentés déjà encadrés par un règlement qui est plus en accord avec notre vision du conseil municipal. Alors oui, je pense qu'à la fin, tout le monde est content, puis c'est la preuve qu'on peut développer autrement. On ne veut pas arrêter de développer, on veut juste développer autrement. Merci. Merci. M. Tremblay. En terminant, là, en fait, ce qu'il faut surtout saisir, c'est qu'à partir du moment que les missions sont claires, l'application est facile pour nous. Et c'est souvent le malaise qu'on avait au départ parce que nous, on travaille en fonction de nos règlements, en fonction des dispositions, puis en fonction des pratiques. Et quand on veut changer complètement l'approche, tant qu'elle n'est pas précisée, quand elle n'est pas davantage pointée, ça nous met aussi nous-mêmes, l'administration, dans l'inconfort de la négociation qu'on doit faire avec un promoteur. Je vous annonce tout de suite qu'il va y avoir des dossiers qui vont être déchirants, qui vont être difficiles, mais quand la mission est claire, puis elle s'est précisée beaucoup, elle va encore continuer à se préciser, ça va nous permettre, nous, d'avoir les coups des freins pour pouvoir négocier de façon beaucoup plus directe et donc de ne pas être dans le doute dans notre pratique en tant que telle. Alors, merci. Merci beaucoup. Donc, je pense que tout a été pas mal dit. On est bien fiers. Je vais quand même procéder. Là. Je pense que les commentaires veulent dire, mais vous êtes donc d'accord d'aller de l'avant avec la recommandation telle que présentée? Oui. Alors, je remercie encore une fois vraiment les services pour tout le travail, le promoteur aussi avec qui les échanges ont été vraiment constructifs. Et je rappelle je pense qu'on peut être fiers de ce projet-là qui va mettre le plancher pour la suite aussi, pour préciser, servir de précision aussi sur notre vision, nos orientations pour faciliter le travail pour la suite au niveau des nouveaux projets. Alors, merci beaucoup à tous et toutes. On se revoit début juin. 1er juin, hein, c'est ça? Oui, excusez-moi. On se revoit 1er juin pour la prochaine commission de l'aménagement du territoire. Il n'en reste que 2 avant l'été. Donc, 2 au mois de juin. Ça sera un plaisir de vous retrouver. Merci.